Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'À nos rêves, le podcast des gens qui mangent des fraises en discutant autour d'une table. Je suis Julie Simoniti et je suis coach en réalisation de rêves. Mais j'ai aussi un podcast avec lequel je vais rencontrer une fois par semaine une personne qui a réalisé son rêve ou qui est sur le point de le faire pour qu'elle nous témoigne de son parcours. Aujourd'hui, je suis accueillie chez Armelle. Bonjour Armelle. Bonjour Julie. Merci pour ton invitation. Écoute, avec plaisir. Je vais remettre un petit peu le contexte de notre rencontre en place, parce que c'est un peu similaire à celui dans lequel j'ai rencontré Sandrine, la première invitée que j'ai eue sur le podcast. Okay. Toutes les deux, vous êtes intervenues dans un bootcamp de l'entrepreneuriat que j'avais animé l'année dernière dans mon ancien poste, qui avait pour but d'inspirer les étudiantes qui avaient peut-être envie de créer leur entreprise un jour et de voir les peurs et les freins qu'on peut rencontrer, spécifiquement quand on est une femme. Et donc, pour revenir sur ta présentation, qui avait fait un effet bœuf, t'étais venue partager ton parcours, faire un petit témoignage devant les étudiantes et devant toutes les intervenantes. Et il y a un mot qui était ressorti de ce que tu dégages, c'est solaire. Ah oui, c'est vrai. Et c'était quand même assez unanime. C'est vrai. Donc, quand j'ai pensé à démarrer ce podcast, je me suis dit, dans un coin de ma tête, je note Armelle. Il faut absolument que j'aille la revoir un jour là-dessus. C'est vrai, c'est vrai. C'était un bon moment d'ailleurs. Ouais, c'était sympa. Et il y avait une belle ambiance, une belle atmosphère, j'ai trouvé. Exactement, ouais. Donc, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter de façon solaire, si possible. Oui. Présenter voilà, ce que tu es, qui tu es, ce qui te caractérise, et éventuellement le rêve que tu vas réaliser, que tu as réalisé. Dis-nous tout. Alors, déjà, je me présente effectivement. Donc, Armelle Taille-Pierre. Je suis une femme ambitieuse. Voilà. Là, je vais me nommer comme ça. Je suis une femme ambitieuse. Aujourd'hui, en fait, je suis coach en leadership authentique. Du coup, j'accompagne en fait des femmes à devenir donc forcément des leaders authentiques, mais aussi à faire sauter les verrous de leur ambition. Donc, j'appelle bien des femmes entrepreneurs en général, c'est ce qui vient à moi. Et je trouve vraiment, ça a démarré vraiment assez. Après, on en reparlera. Je pense qu'on en reparlera comment ça s'est démarré pour moi. Mais au-delà de ça, dans ma présentation, je dirais surtout que je suis une maman de 2 filles, déjà. Une de 9 ans, une autre de 13 ans. Et alors, quel rêve ça a, une femme ambitieuse ? Alors au début, en fait, ça a commencé par être, à la base, être psychologue. J'ai toujours voulu être psychologue à la base. Mais quand je me suis renseignée, étant plus jeune, pour être psychologue, je me suis dit, oula, tout ça d'études, non, ce n'est pas pour moi, en fait. Ça a été vraiment une révélation, en me disant, voilà, non, les études, pas trop. Donc du coup, finalement, j'ai bifurqué en RH. J'ai bifurqué en RH pendant une 15aine d'années, où, voilà, et en fait, il y a un événement qui m'a fait me rendre compte qu'au final, que j'étais très attachée aux émotions, très attachée en fait à l'humain, très attachée à ce que je suis. Voilà, à ce que je suis, parce qu'avant, je ne l'étais pas. D'accord, voilà. Ça s'exprimait comment ? Ça s'exprimait par... en fait, je trouve que quand j'étais en ressources humaines, j'étais pas finalement... j'étais cachée derrière une femme qui n'existait pas en fait, qui était là pour être là tout simplement, et un peu effacée, je dirais. En fait, ce que je veux dire, c'est que la femme que j'étais auparavant a toujours en fait été guidée par une éducation, des traditions, par une force familiale, une valeur familiale qui était très forte. Et du coup, je n'ai pas pu être ce que je devais être à ce moment-là. Mais en soi, c'était au moment où on le vit, en fait, ça a pas de comment dire, c'est pas néfaste en fait pour nous, parce qu'on le vit, et on le vit à travers notre quotidien, je dirais. Mais il y avait toujours ce côté
le rêve que j'avais, c'était d'être entrepreneur, en fait. Mhm. J'ai toujours voulu être entrepreneur. Salarié a été, en fait, limite un tremplin pour moi. Quand je regarde bien, dans tous mes postes, toutes mes missions, je cherchais toujours à créer en fait une nouvelle procédure, créer, je sais pas, moi je me rappelle, c'était un carnet de formation pour les salariés. Il y avait toujours cette part de création qui était très, très forte chez moi déjà, dans un premier temps en tant que salarié. Donc, et, à défaut d'être dans l'entrepreneuriat, à défaut dans l'intrapreneuriat. Voilà, exactement, j'étais intrapreneur du coup finalement. Ouais. Et du coup, vraiment, ça a été avec du recul, on ne se rend pas compte parce qu'au final, on le vit et c'est comme ça, en fait, on le vit. Mais ça a toujours été là. Je disais justement à mon frère et ma soeur, je disais, moi, je vais être entrepreneur, quoi, en fait. Et ça a toujours été, en fait, elle me dit oui, mais non. Et puis en plus, j'étais la seule. D'où sort, en fait, cette envie d'être entrepreneur quand on regarde bien. Oui. J'étais la seule, il n'y avait personne dans ma famille qui était entrepreneur. D'où l'incompréhension, ou même on me disait mais d'où elle sort, quoi, pourquoi elle veut être entrepreneur. Après, du coup, l'idée est passée finalement avec les années, donc on commence toujours on est avec elle, un homme, on continue sa vie avec lui, on a des enfants, on a la maison, etc. Tout est beau, on va dire, je dirais, tout est beau. Mais c'est là, quoi, en fait. Mm-hmm. Ce rêve-là, il est toujours là. Et je me voyais toujours être dans cette posture d'apporter, en fait, quelque chose, transmettre finalement soit une vision ou quoi que ce soit. Mais j'avais toujours cette vision-là. Mais pour moi, c'était juste un rêve. C'était pas forcément, en fait, la réalité. À l'époque, je parle bien à l'époque. Je parle bien à l'époque. Et voilà. Donc vraiment, ça a toujours vibré en moi. Ça s'est endormi en fait avec le temps. Et il y a eu effectivement un événement qui a permis de réveiller en fait ce rêve finalement. Si c'était pas une tradition familiale d'être entrepreneur, si j'ai bien compris, exactement. À ton avis, d'où ça te vient ? Si t'as pas eu l'exemple autour de toi, pourquoi tu as eu ce souffle comme ça ? Est-ce que tu identifies, je sais pas, est-ce que c'est un aspect de ta personnalité, de tes valeurs, d'une expérience que tu as vécue quand tu étais petite ou ado, d'un exemple extérieur à la famille que tu aurais pu avoir, ou est-ce que tu te l'expliques pas, c'est comme ça. Réellement, je pense... Non, je me l'explique pas, sincèrement. Je me suis toujours posé la question parce que, déjà, il y avait toujours une dissonance entre ce que ma famille... en fait, parce que ma famille, finalement, avait une vision de la vie, je dirais, et moi... Donc j'avais toujours cette... Non mais c'est vrai, je veux dire ce qui est, c'est là que je voyais... je me dis, ok, j'ai l'impression d'être un peu le mouton noir, quoi, en fait. Hein. J'adore cette expression, parce que je l'utilise énormément aussi. C'est vrai, en fait. Je dis, mais attends, mais j'ai pas l'impression de... Donc, voilà, pour rentrer dans le clan familial, on se dit, ok, on va essayer de penser comme eux, donc histoire de voir si ça fonctionne ou pas. Ouais. Si ça fonctionne, si vraiment, en fait, non, c'est à chaque fois... on est moi j'étais confrontée à des idées que j'étais pas du tout en accord avec ces idées en fait, mais en soi il n'y a pas de bonnes ou mauvaises idées, c'est qu'elles étaient différentes des miennes en fait. Mais quand on se retrouve seul à penser différemment, on a besoin quand même d'avoir sa famille, et surtout quand j'ai une valeur très forte de la famille, quoi, en fait. Donc du coup, revenir à sortir et dire non, faut avoir un certain sacré cran, je dirais. Oui. Et c'est pas donné à tout le monde. Moi personnellement, j'ai pas osé à la base. J'ai pas du tout osé. Moi, j'essaie de... En fait, mon arme, c'était de me taire. Donc, j'atténuais finalement, en fait, mon rêve en me taisant. Pourquoi je souris ? Parce que ça m'évoque un truc que j'ai partagé
hier soir, là, sur LinkedIn. C'est vrai ? Oui. En fait, ce que ça m'évoque, c'est d'une part le courage et d'autre part la loyauté. C'est exactement ça. Tu dis que tu t'es senti comme un mouton noir par rapport à ta famille parce que tu avais cette petite étincelle qu'ils n'ont pas forcément parce que c'est pas dans leur habitude, c'est pas leur envie. Et comme tu dis, c'est pas bien ou mal, c'est juste comme ça. Et quand on décide de prendre un chemin qui n'est pas le chemin familial, d'une part, il faut être courageux, parce que ça veut dire qu'on fait un peu... on marque sa différence par rapport au groupe, même si on adore le groupe et que ça se passe très bien, on leur dit « Oui, mais je suis un petit peu en décalage, donc acceptez que je vais m'éloigner un petit peu. » Et puis en plus, faire preuve de courage, c'est pour ça que je souriais, dans courage, il y a cœur. C'est là que vient l'étymologie du mot courage. Et en fait, hier, je partageais sur LinkedIn un article où je devais expliquer une leçon que j'avais apprise. Voilà, une leçon que j'avais apprise. Et j'ai appris il n'y a pas longtemps, on m'a dit que j'étais courageuse. Ah, comme quoi ? Courageuse parce que j'ai démissionné pour créer mon entreprise et que, en gros, je me suis un peu lancée comme ça, j'ai sauté dans le vide. Et moi, je trouve pas du tout que c'est du courage. Je trouve que c'est une évidence. Et... pourquoi j'en suis venue à ce fonctionnement-là ? C'est parce que quand j'étais petite, à l'âge de 7 ans, j'ai commencé à monter à poney. Il n'y avait aucun cavalier dans ma famille, personne n'avait jamais approché un cheval, je ne sais pas d'où ça m'est venu, mais j'ai chopé le virus, comme on dit, tous les cavaliers le savent, une fois qu'on l'a, c'est foutu pour le reste de nos jours. Et donc j'ai commencé à monter, et puis j'ai toujours été une petite fille sage, bonne élève, obéissante, très très silencieuse, très calme, on m'entendait pas en fait, je faisais un peu tapisserie. Et quand je suis arrivée à l'adolescence, j'ai tellement écouté ce qu'on m'a dit, etc. J'ai tellement intériorisé en fait mes émotions pour être une petite fille bien sage, etc. Que au lieu d'exploser, de faire ma crise d'adolescence, j'ai implosé, j'ai fait une dépression. Et donc, je suis au lycée, je fais ma dépression, tant bien que mal, j'arrive à avoir mon bac. J'ai toujours été une bonne élève, j'ai toujours envisagé d'aller à la fac, mais moi, j'ai 17 ans et demi, j'en suis à un point où je me dis, mon rêve, c'est les chevaux, évidemment. Mais je voulais aussi faire du droit. Et là, ma mère, elle me dit, bah écoute, fais du droit. Tu vas avoir une belle carrière, tu vas avoir un bon métier, tu gagneras bien ta vie, et tu feras autant de cheval que tu veux une fois que tu gagneras bien ta vie. Et ça sonnait pas très bien dans ma tête, mais je me dis, je vais lui faire confiance, c'est ma mère, et puis je voulais aussi faire du droit, ça sort pas de nulle part. Je pars faire mes études, j'arrête complètement de monter à cheval, ça me faisait trop mal au cœur de me dire que j'allais voir un cheval une fois tous les 2 mois, quoi. Et je finis mes études, je termine même pas mon année de master, je me dis j'en ai marre, ça va pas, je recommençais à faire des crises d'angoisse, des trucs comme ça, donc en cours d'année, je rentre chez moi, j'étais à Aix-en-Provence, je rentre dans le nord de la France, je dis tant pis, j'arrête les études, fin de l'histoire. Et puis je me dis qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Et je m'autorise 1 an de pause, entre guillemets, dans mon avenir universitaire pour aller expérimenter mon envie de travailler dans le milieu du cheval. Et donc je fais des stages, j'étais corvéable à merci, j'ai tout fait, j'ai fabriqué des obstacles de cross, j'ai charrié du fumier, j'ai donné des cours, j'ai monté, j'ai emmené des balades, j'ai fait de la compta, j'ai fait de la pub, j'ai fait tout pour un centre équestre. J'ai bossé dans une autre écurie sur un job d'appoint comme ça. Et au bout d'1 an, je me dis non, je suis toujours motivée en fait. Et en fait, c'est un métier qui est très difficile, le milieu équestre, parce que t'as pas de... Les chevaux, ils mangent tous les jours, ils doivent sortir tous les jours, ils doivent travailler tous les jours, ils ont des besoins tous les jours. Et donc, tu te dis pas, oui, mais je vais avoir mon week-end et je ferai rien. Et je suis partie là-dedans en me disant, c'est facile. C'est facile parce que ça vient du cœur. Exactement. Et en fait, depuis ce moment... En fait, je le savais pas, mais je suis courageuse parce que je ne fais que suivre mon cœur. Exactement. Comme quand je suis pas bien dans un poste et que je me dis oui, mais moi je voudrais aller chercher bonheur ailleurs, ça me paraît évident de me dire bah je quitte le poste et je vais faire autre chose. Et j'ai pas envie d'être dans le calcul, c'est pas bien, hein, je sais que c'est ma tendance d'être un peu impulsive là-dessus. Je suis pas dans le calcul de me dire oui, mais si j'attends encore un peu, si je fais une rupture conventionnelle ou si là ou machin. Je m'en fiche. C'est mon cœur qui m'appelle, je peux pas faire autrement, quoi. Je suis obligée de l'écouter. Donc quand tu me parles de moutons noirs, de gens un peu en décalage, de gens qui prennent des décisions, qui font un peu scission avec leur famille, c'est pas évident, mais pour autant, on les aime, et ils nous aiment toujours, mais à un moment, il faut assumer ce qu'on a dans le cœur. Exactement. Et ça, je me reconnais complètement, parce qu'en fait, non mais c'est incroyable, parce que quand tu regardes bien, si on ne parle pas, si on se tait, finalement, on tait en fait notre rêve,
on tait enfin, on s'éteint finalement. Exactement. Et c'est ça qui pour moi a été le plus dur, c'est de se rendre compte qu'au final, si je continue effectivement dans cette vie, finalement je vais m'éteindre et je serai là mais sans être là quoi au final. Et si on continue à être comme ça, nos rêves vont s'éteindre avec nous. Et moi je sais, j'avais été dans un événement de pareil, tu connais déjà ma volonté pour les femmes. J'avais été dans un événement qui était à Amiens d'ailleurs. Et cet événement, c'était une association spécialement pour les femmes et c'était pour le sport et l'importance du sport pour la femme entrepreneur, entre autres. Et en fait, il y a une infirmière d'ailleurs plus particulièrement, qui était là. Donc rien à voir, en plus elle était infirmière mais salariée, donc rien à voir, elle était là juste pour voir Et elle nous a dit une chose qui m'a tellement marquée, c'est un électrocardiogramme. Tu vas commencer. Oui. D'accord. L'électrocardiogramme, en fait, quand on a une ligne horizontale, la personne n'est plus là, en fait. Elle est morte. Donc ça, c'est la ligne de vie. Ça veut dire si ta vie n'a pas de mouvement, tu es mort. Oui. Tu te rends compte de ce qu'elle dit ? C'est très profond ce qu'elle dit. Et ensuite, si effectivement ta vie a du mouvement et qu'au final ton électrocardiogramme va de haut en bas, ça voudrait dire qu'au final que tu vis à travers ce que tu es, tu as ton cœur, voilà, s'il monte, s'il descend, c'est que finalement tu vis quoi au final. Et j'ai trouvé ça hyper beau d'avoir cette image, cette comparaison qui est liée au cœur, quoi, en fait. C'est ça, qui est liée au cœur. Et je pense que si on éteint justement ce que nos rêves, on éteint en fait ce que l'on est, on éteint notre cœur, quoi, finalement, parce que c'est notre cœur, c'est notre vibration, c'est notre lumière qui vibre à travers nous quand on le fait, parce que clairement c'est ça. Sincèrement, voilà, quand on le fait, mais c'est royal, quoi. Enfin, quand on le fait, et c'est pour ça que la partie, quand tu parles de cœur et courage, effectivement, là c'est l'étymologie, mais ça a une signification de dingue, parce qu'au moment où j'ai pris la décision de réaliser ce rêve-là, j'étais plus du tout la même. Du passé d'une femme vraiment éteinte à une femme lumineuse, rayonnante, solaire, c'est ce qu'on me disait. Mais je ne m'étais pas rendu compte. C'est parce qu'on me le disait de l'extérieur qu'effectivement j'avais cette... ah mais t'es rayonnante, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais en fait c'est parce que tout simplement je vis. Je vis. Et alors, c'est quoi le déclic ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, le déclic. Ah, tu veux en parler du déclic, hein ? Non, en fait, le déclic a été, en toute franchise, c'était en 2020. Donc, comme on le sait tous, il y a eu le Covid. Donc, on était tous, en fait, enfermés, etc. Et j'ai mon demi-frère, en fait, qui a succombé à la maladie. D'accord ? Du coup, je l'ai perdu. Je dis, bon, ok... Donc du coup, première personne de ma famille que je perds, mais en fait, là, c'est la première fois que je suis confrontée à la mort. Donc là, on se pose des questions, on commence à se poser la question ne serait-ce que sur soi. En fait, on peut partir à n'importe quel moment. Surtout, en plus, il avait quand même 50 ans, donc très jeune, moi, je trouve. Donc du coup, voilà, on commence à se poser quelques questions existentielles, je dirais. Mais 5 mois après, je perds mon père. Là, crise cardiaque. Là, par contre, ça a été mon déclic. Ça a été mon déclic parce qu'au final, c'est là où je viens à cette question assez souvent, c'est qu'est-ce que je veux laisser sur cette terre ? Et quand on se pose ce type de questions-là, qu'est-ce que je veux laisser vraiment sur cette terre ? C'est pas anodin. C'est ok, c'est des questions existentielles du développement personnel, etc. Maintenant, il y a cet engouement qui est ok, mais c'est pas que ça. C'est-à-dire que, ok, demain je pars, qu'est-ce que j'ai laissé pour mes enfants ? Qu'est-ce que j'ai laissé en fait aux personnes
qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi sur ma tombe, devant ma tombe en fait. Moi, je veux laisser quelque chose finalement. Je veux laisser en fait une empreinte, même ne serait-ce que dans ce monde, en disant, mais en fait, j'ai une vibration là qui est là, et j'ai besoin d'apporter en fait quelque chose. Donc, comment je peux l'apporter ? Et comment je peux contribuer à ça, tout en sachant que je vois que le monde part en cacahuète, quoi, en fait. Et c'est toute cette contribution qu'on peut faire à travers en fait, nos activités, ce que tu es en train de faire, d'ailleurs, le podcast. Moi, c'est par rapport au coaching, d'ailleurs. Le fait de mettre ne serait-ce qu'un peu de graines, finalement, une graine par-ci, une graine par-là, et, finalement, ça vient semer, en fait... des bonnes plantes, de la lumière que justement, ce que tu as. Julie, à travers ton podcast, je trouve que tu vas mettre des graines tu vas mettre un bout de ta lumière auprès d'autres personnes, en fait. Et c'est ça qui, moi je trouve ça super beau, c'est que ça veut dire que les personnes qui sont éteintes, qui étaient éteintes comme nous, et du coup, on va juste apporter un peu de lumière chez elles. Moi, je trouve ça beau, quoi, en fait. C'est exactement ce à quoi je pense en créant ce podcast-là. Parce que je reviens sur mon expérience personnelle. Rapidement, il y a des gens dans ma vie qui m'ont montré que la vie pouvait être plus belle que ce qu'elle était. Exactement. Et en fait, ça peut être n'importe où, ça peut être n'importe qui, ça peut être n'importe quand, ça peut prendre n'importe quelle forme. J'ai un souvenir particulier, j'ai eu des relations assez conflictuelles avec mon père, qui était quelqu'un d'assez autoritaire. Tu grandis là-dedans, t'es fille unique, t'as pas de point de comparaison, tu dis bon, c'est comme ça que ça doit être un papa. J'avais une 12aine d'années, je vais passer un week-end dormir chez mes 2 meilleures amies qui étaient des jumelles, et donc voilà, je passe les repas avec leurs parents, etc. Et là, je les vois en train de discuter, de se charrier, de passer un bon moment à table, chacun fait sa part, etc. Et il y a une super bonne ambiance. Et je me revois à table, à un moment, le père, il a dit je sais plus quoi, il a dû balancer une vanne à une de ses filles. Et en moi-même, je me suis dit, oh, si mon père il me disait ça, mais je le prendrais comme une agression. Et en fait, elle a rigolé, et elle a répondu du tac au tac, parce qu'elle avait le droit de le faire, en l'occurrence, parce que sa relation avec son père était saine. Et c'est là, mais voilà, monsieur Moncourtois, pour ne pas le nommer, il a jamais su, en fait, l'impact qu'il a eu quand il a fait ça auprès de sa fille. Ouais. Mais tu vois, en 5 secondes, il m'a appris ce que c'était un papa. Ouais. Et je me dis, s'il y a des gens qui sont tout seuls dans leur coin, qui se disent, mais ma vie, c'est de la merde, mais jamais je pourrais faire ce que je veux, mais jamais j'y arriverai, peut-être qu'un jour, par hasard, ils vont tomber sur un bout de ce podcast-là ou sur un reel que je mets sur Instagram. Je dis, c'est intéressant ce machin, attends, je vais écouter. Ah, mais il y a une personne qui a vécu la même situation que moi. Et en fait, elle s'est sortie de cette situation et en fait, elle s'éclate dans la vie. Et c'est ça, en fait, que j'essaie de faire. Parce qu'on a tous eu à un moment, je sais pas si c'est des anges gardiens ou tu vois, des petits messages qui sont passés comme ça, des gens qui sont passés parfois, mais super vite dans nos vies. Et qui nous ont appris que la vie, elle pouvait être un peu mieux que ce qu'elle était. Exactement. C'est ça mon but. Et je pense que, voilà, t'es sur la même démarche. Après, c'est vrai qu'on a chacune notre façon, la manière de le faire quand on regarde bien. Après, ça peut être même à travers nos métiers, même à travers... nous, on a choisi l'entrepreneuriat, mais ça aurait pu être autre chose quand tu regardes bien. Mais je trouve que quand on est dans l'entrepreneuriat, on a une certaine liberté... liberté au-delà de la liberté en termes de temps, mais liberté en termes de comment on veut apporter cette lumière auprès de chaque personne, en fait. Et c'est ça qui, pour moi, est le plus important. C'est-à-dire qu'on va l'emmener... C'est un bout de nous, quoi, d'une certaine manière. Mais pour avoir un bout de nous, quand même, il faut savoir, en fait, qui on est. C'est ça le plus important. C'est dire, ok... Je veux apporter, je veux faire mes rêves, etc. Je vais réaliser mon rêve. D'accord, ok. Mais est-ce que tu es au clair sur ton rêve déjà ? Parce que très clairement, c'est ça. Est-ce que tu es au clair sur ton rêve ? Plus tu seras au clair sur ton rêve, plus tu sauras comment tu vas justement amener cette lumière à telle ou telle personne. Alors, tu dis... Pour réaliser son rêve, ou pour donner suffisamment d'importance à son rêve, tu dis qu'il faut savoir qui on est. Oui. Comment on fait pour savoir qui on est ? Ah, bonne question, Julie.
Moi, j'invite toujours chaque personne à s'observer. Je pense que l'observation, s'observer en pleine conscience, c'est l'une des manières qui vous permet finalement de se rendre compte qui l'on est. Pourquoi je dis ça ? Aujourd'hui, en fait, on est vraiment dans une société où voilà, tout va vite, etc. Mais on se rend compte qu'au final, on ne vit pas l'instant présent. On est toujours dans je fais, et jamais dans juste je respire et je sens que je respire. Au final, je me rends pas compte que je respire. Ou je fais la vaisselle, ou autre, j'en ai aucune idée. Je me rends pas compte que je fais la vaisselle parce que je suis en train de penser à autre chose qu'au final. Et c'est ça pour moi, c'est vivre l'instant présent et s'observer au moment de l'instant présent. On peut vivre une situation avec son conjoint. Voilà. Une situation avec son conjoint conflictuelle. Et l'idée, c'est un peu de se demander, mais qu'est-ce qui fait que c'est conflictuel ? D'accord ? Et quand on prend le temps de s'observer, on se rend compte qu'au final, le conflit est créé parce que nous-mêmes, nous sommes en conflit avec nous-mêmes. Quand on prend le temps de s'observer. Mais c'est parce qu'au final, il ou elle a touché en fait un élément qui nous concerne, qui fait qu'on a justement, qu'on a cette réaction, cette surréaction, je dirais. Et ça, il faut l'observer. Il faut prendre le temps de l'observer. Si on ne prend pas le temps de l'observer, du coup, on sera toujours dans le conflit en pensant que c'est l'autre, alors qu'en fait, finalement, c'est nous. C'est parce que cette personne, elle a touché un point sensible de nos blessures, quoi, je dirais. Donc, c'est vraiment aller s'observer. Franchement, ça, c'est une première... je pense que c'est un bon exercice. Mais c'est pas facile de s'observer, sincèrement. Ah, je suis d'accord. Vraiment pas facile. Ce que je dis toujours à mes clientes, c'est oui, mais je sens des fois les clientes, elles ont du mal. Oui, mais quand tu me dis de m'observer, on sent qu'il y a une espèce de stress. Stress dans le sens où, ok, bon, je le fais 5 minutes, mais j'ai un peu de mal parce que ce que tu me dis n'a pas de sens, quoi, finalement. Pourquoi s'observer, ça n'a pas de sens. Mais quand on le fait réellement, on apprend tellement sur soi. On apprend réellement sur soi. Ça peut être... moi, je sais que je m'étais observée. C'est pourquoi avant, j'étais très agressive. J'étais très dans le conflit. C'est pour ça que je parlais de conflit tout à l'heure. J'étais très dans le conflit. On n'était pas d'accord avec moi. Donc, du coup, j'allais tout de suite à l'affront. En fait, je me dis, à un moment donné, Armelle, t'es pas fatiguée? T'es tout le temps à l'affront? Sincèrement. Et puis, à un moment donné, bon, c'est bon, quoi, en fait. On n'a pas besoin d'avoir toujours cette tension à chaque fois quand on te parle. Et en fait, en m'observant, c'est là que du coup, je me suis rendu compte que, qu'il n'y avait pas de sens et qu'effectivement, ça venait toucher une blessure d'abandon et de rejet chez moi. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment dans ce sens où plus on est dans cette observation, mieux on va gérer en fait nos émotions. Je parle pour moi. Ouais. Ça aurait pu être autre chose donc finalement, dans cette situation. Quand tu parles de s'observer, c'est observer les émotions qui nous traversent. Oui. Et ensuite observer les schémas de pensée qui s'installent avec ces émotions. Exactement. C'est s'observer, c'est effectivement. Donc c'est les émotions, les schémas de pensée, son comportement également. Ça peut être par exemple, je sais pas, moi je suis très, je vais être par exemple, je vais faire ça. Je suis très expressive en fait. Mm-hmm. Et moi je m'étais pas rendu compte que j'étais très expressive. Donc même si tu vois, je suis pas contente, je ne restais pas comme ça. Je faisais ça. Ça se voyait sur ta tête. Ça me voyait sur ta tête, tu vois. Donc ça a été, c'était tout de suite un peu dans ce contexte-là. Oui, donc effectivement, quand je parle d'observer, c'est observer ses émotions. Donc mes limites, c'est vraiment, on écrit vraiment ses émotions. C'est-à-dire, bon, aujourd'hui, je me suis levée, j'étais mal lunée, quoi, en fait. Ou je ressens un peu de tristesse, je ressens de la colère, ou je suis en joie, ou quoi que ce soit, voilà. Donc vraiment, écrire vraiment ses émotions au quotidien. Oui. Également, ça va être écrire également ses pensées dès qu'on se réveille, parce que ça aussi, c'est aussi ça
ça a du bon de marquer en fait ses pensées dès qu'on se réveille. Également, son comportement, comment je me sens physiquement aussi. Quel est mon état physique? J'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, j'ai mal quelque part ou pas du tout, je me sens très bien, j'ai mal au dos. Et après on se rend compte qu'au final, chaque jour j'ai mal au dos. Qu'est-ce qui fait que j'ai mal au dos? Oui. Et c'est en fait le fait de s'observer chaque jour et de l'écrire de manière quotidienne, ça va venir en fait mettre en lumière certains mots MAUX dont on n'est pas forcément conscient. Oui. Comment tu t'y es pris pour passer à l'action? Est-ce que c'était clair dans ta tête? Est-ce que tu avais peur? Si oui, est-ce que tes peurs se sont réalisées? Pas du tout. J'avais pas peur du tout. En fait, ce qui m'est arrivé, c'est qu'à la suite du décès de mon père, 5 mois après, j'ai été licenciée. D'accord? Alors, c'était un licenciement un peu... mais en fait, ça m'a fait réaliser finalement que c'était l'occasion pour moi de pouvoir réaliser ce rêve. Donc de créer ton entreprise. Donc de créer mon entreprise. Mais à la base, ça a été quand même tout un cheminement. C'était qu'au début, je m'étais dit, vas-y, je le fais, parce que ça fait un petit moment que je cherche vraiment à... je voulais vraiment le faire, mais j'osais pas le faire, parce que quand on est dans une situation confortable, c'est difficile de passer à se dire, là, du coup, tout va dépendre de moi. J'ai pas mon salaire tous les mois, j'aurai pas mon salaire tous les mois, etc. Donc ce licenciement a été quand même... ça m'a un peu poussée vers la... Enfin, ça m'a fait passer à l'action quand même, malgré tout. Donc au-delà, il y a ce déclic intellectuel, ce déclic émotionnel, ce déclic où on se pose quand même ces questions existentielles face à la mort. Mais également, en fait, il y a eu cette phase où, avec ce licenciement, où je me suis dit, ah ouais, donc en fait, c'est soit la vie me dit, t'es sur le bon chemin, qu'il faut vraiment partir de là où tu es, ou soit du coup, on peut se retrouver en fait face à une... Il y a une petite phase de dépression quand même. Une phase de dépression parce que c'est là qu'on se dit, il y a quand même pas mal de choses qui se passent après 2 décès, il y a un licenciement, parce qu'après ça a suivi d'un troisième décès. Donc du coup, on se pose quand même la question si... qu'est-ce qui nous arrive en fait? Donc, toutes ces situations, dont justement le licenciement, c'est m'a obligé, je dirais plus, à être dans l'introspection. Parce que je vivais à 100 à l'heure. Mmh. Je vivais à 100 à l'heure. Mais sans le savoir, je le vivais vraiment à 100 à l'heure. Et 2 mois où je suis restée chez moi, mais vraiment une loque. Une loque, mais j'essaie de faire face, quoi, en fait, parce que j'ai toujours ce... Mais une loque, mais ça m'a fait un bien fou, finalement. D'être une loque. Sincèrement, pour moi, ça a été un bien fou, parce que je ne m'étais jamais posée 2 mois sans rien faire et sans penser ce qui va m'arriver, en fait, le lendemain. Mmh. Jamais de ma vie. Et c'est ce qui fait que du coup ça t'oblige finalement, où ça je me suis dit non mais là j'arrête et je fais quelque chose qui me plaît sincèrement. Et voilà, et donc c'est de là à démarrer effectivement, créer ma société, créer ma structure, faire du coaching, accompagner, etc. Et ce qui me venait en tête, c'était accompagner les femmes. Après, le pourquoi est venu après, pour te dire. Donc oui. Donc ça a été vraiment un cheminement, et c'est pour ça que c'est important c'est ce que je dis toujours quand on parle du cycle du changement. Dans le cycle du changement, ce qu'on appelle le cycle du changement Hudson, on a également en fait la partie où la première partie c'est ok, je me lance et tout, etc. Pas de problème. Ok. Mais il y a la deuxième phase, c'est cette phase où on se rend compte qu'au final, c'est pas si beau que ça. Hein. C'est pas idyllique de réaliser son rêve. C'est pas idyllique de réaliser son rêve, effectivement. C'est de se rendre compte qu'au final, il y a des éléments qu'il faut prendre en considération, la partie financière,
la... c'est vrai, non? Il y a la partie financière et il y a la partie effectivement relationnelle, en fait, dans notre famille. On se rend pas compte qu'au final, ça a un impact finalement dans notre famille. Donc ça, c'est des choses pour lesquelles c'est important. Quand on a un rêve, qu'on est toute seule, pour moi, vas-y, aucun problème. Mais par contre, quand tu n'es pas toute seule, tu as, en plus moi j'avais mari, enfant, etc., donc toute la panoplie, donc t'imagines bien que, en fait, ça c'est des choses qui bousculent toute la famille, c'est pas finalement que toi. Et le fait de réaliser, en fait, ce pont-là, c'est se rendre compte qu'au final, non. Quand tu réalises tes rêves, il faut quand même prendre le temps. Donc, il y a ton introspection, réaliser, ok, tu le fais, mais qu'est-ce qui va faire quel serait l'impact et quelles seront les conséquences derrière si tu réalises réellement ton rêve. Et alors, qu'est-ce que tu avais imaginé comme conséquence? J'avais réalisé... Enfin, j'imaginais que tout le monde, en fait, que ma famille était avec moi, allait m'encourager, etc. sur ce chemin. Allez, vas-y, on est avec toi. Alors, mes filles, aucun problème, elles ont toujours été là. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais le conjoint, c'est pas toujours la même chose. Le conjoint, en fait, le conjoint ne voit pas forcément... n'a pas vu forcément les tenants et les aboutissants de ce rêve, en fait. Sur votre vie de famille. Sur notre vie de famille. Oui. Mais c'est pas lui, c'est moi aussi. C'est en fait, je pense que quand on veut réaliser son rêve, il y a un impact qui est quand même assez important. C'est soit on y va en ayant conscience de cet impact-là, ou soit on n'y va pas et on ne réalise pas forcément son rêve. Oui. Donc ça veut dire qu'au final, on a pour moi à un moment donné, on ne peut plus rester dans cette zone de confort. C'est-à-dire qu'il faut faire un choix. On est obligé de laisser certaines choses, on est obligé de laisser certaines personnes. On est obligé en fait de s'entourer de personnes qui veulent vraiment que vous réalisez votre rêve. On est obligé, en fait, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, en fait. Et c'est ça qui est d'autant plus compliqué. C'est-à-dire que on a cette vibration, on veut donner, en fait, etc. Ok, c'est beau. Mais dans le cycle du changement, il y a toujours cette phase-là, ok, mais à un moment donné, on se rend compte qu'au final, c'est pas si beau que ça. Il y a quand même des zones d'ombre, en fait, dans la réalisation de son rêve. Et je trouve ça, en fait, même mieux de passer par ces zones d'ombre que de ne pas passer voilà. Parce que c'est ce qui donne de la valeur aussi au fait de le réaliser. Exactement. Si tout était facile du début à la fin, c'est pas possible. À quoi ça sert? Exactement. Mais spécifiquement pour l'entrepreneuriat, parce qu'après il y a d'autres rêves, il y a des gens qui veulent courir des marathons, il y a des gens qui veulent faire des voyages, machin. Mais spécifiquement pour l'entrepreneuriat, moi j'avais étudié la question pour le côté femme entrepreneur. La difficulté, c'est que ça remet en question l'organisation familiale parce qu'on ne peut pas nier aujourd'hui que les femmes s'occupent beaucoup plus du foyer, passent plus de temps à s'occuper du foyer. Et quand j'avais animé des ateliers auprès des étudiantes avec des femmes entrepreneurs qui venaient témoigner de leur parcours, j'ai fait ça un peu partout en Picardie, il y en avait beaucoup qui disaient oui, il faut savoir que vous allez passer, votre entreprise, vous voulez la faire démarrer, vous allez passer au début 10-12 heures par jour à travailler dessus, et 7 jours sur 7, et c'est votre bébé aussi, et vous avez vraiment envie que ça se passe bien, et que ça se passe au mieux, et que vous puissiez vous développer et être florissante, etc. Il faut vraiment avoir le soutien de votre conjoint. Exactement. Parce que s'il n'est pas ultra investi dans le fonctionnement de la maison, dans la logistique, dans la gestion des enfants, etc., et que d'un seul coup, vous le mettez face à ce fait accompli, ça peut être violent. Exactement. Sur le conjoint ou sur l'entourage aussi, il y a des gens qui, par peur pour la personne qui se lance dans ce truc-là, disent non, surtout fais pas ça, c'est trop dangereux, tu te rends pas compte, tu mets trop de choses en péril, etc. Et toutes elles ont dit, mais elles étaient unanimes là-dessus, créer son entreprise, ça fait le tri dans ses amis. Exactement. Et des fois, on est surpris des personnes qui disparaissent de notre entourage parce qu'on pensait que c'était des amis sincères, et quand on s'est lancé là-dedans, ils ont dit « Ah non, trop pour moi,
je comprends pas ton délire là, je souscris pas à ça. Et ça fait mal au cœur, mais en même temps c'est pas grave, parce que si on veut s'autoriser soi à évoluer et aller vers ce qui nous fait vibrer, vers la lumière qui émane de nous, dont tu parlais, bah, faut accepter que tout le monde n'est pas capable d'encaisser ça, et que même si ça se passe au mieux pour nous, les gens, sans vouloir notre malheur ni notre bonheur, ça les renvoie aussi à une part d'eux, peut-être qu'ils n'ont pas assouvi ou avec laquelle ils sont pas en accord. Et ben c'est tout un tas de choses qui vont remuer tout ton monde. C'est pas juste ton monde intérieur, exactement. Comme tu disais, c'est ta famille, c'est tes proches, c'est tes voisins, c'est tes parents, c'est tout le monde. Quand il y a un système qui fonctionne pendant un certain nombre d'années, on va voir tous les dimanches la famille. On va, par exemple, on a une certaine façon, il y a des codes, on va dire. Il y a des codes à l'intérieur de ton système. Donc, comme tu dis, il y a les amis avec lesquels tu parles de certains sujets. Ensuite, il y a la famille. Pareil, tu vas parler de certains sujets avec ta famille. Il y a également ta famille proche. Donc, je dirais mari, enfant, etc. Vous avez un certain socle. Et en fait, tous ces éléments-là, quand toi, tu bouges dans cette zone-là, effectivement, tout ton système bouge. Ça veut dire que toi, tu vas bouger dans ta manière de voir les choses. Donc, les discussions que tu avais auparavant avec tes amis ne seront pas forcément plus intéressantes pour toi aujourd'hui parce que tu as changé. C'est pas évoluer, c'est que tu as changé. Et cela donne en fait l'impression que tes amis, du coup, c'est pas qu'elles deviennent moins intéressantes, mais je me dis, mais en fait, comment je vais faire pour être avec tel ami, tout en sachant qu'on avait l'habitude de parler de tel sujet, mais aujourd'hui, moi, ces sujets ne m'intéressent plus. En fait, tu vois, et c'est ce qui fait que m'intéresse plus, on parlait de... Enfin, bref. Et quand tu te retrouves face à cette situation, c'est se dire, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue à parler avec cette personne-là, donc je la laisse, ou je la laisse petit à petit, je continue à parler avec elle, à garder en fait cette relation que j'ai habituellement avec elle, ou sinon, du coup, petit à petit, on s'éloigne. Et c'est comment, en fait, jauger avec ce que tu es devenu et ce que tu étais. En fait, en gros, c'est ça. Et là, je parle des amis, mais ça peut être aussi également... la famille, c'est pareil. La famille avait une vision. Alors là, c'est d'autant plus fort parce que la famille t'ont vu grandir. Donc ils avaient une image en fait très clairement de toi. Moi, je parle pour moi. Cette jeune fille qui était timide, parlait pas, introvertie. Donc une vision vraiment très très axée sur. J'étais effacée d'une certaine manière. Donc du coup. Quand on change et même on ose dire un peu ce qu'on pense, quand on commence à être dans cette phase où on est soi-même, tout simplement, parce qu'en fait, c'est qu'avant, on n'était pas soi-même. C'est qu'on n'arrive pas... Même les personnes qui sont en face de vous ne savaient pas que vous n'étiez pas vous-même. Et là, aujourd'hui, vous êtes vous-même. Et c'est ça. Et je trouve que tout ce système-là, dès que tu changes, effectivement, ton système, forcément, va bouger. Mais on n'est pas conscient de ça dès lors qu'on commence à aller vers ce rêve. Ce rêve-là, en fait, il est vraiment une... comment dire je pense que réellement, quand on va vers nos rêves, il y a une grande conscience à avoir sur l'impact que ça peut éventuellement avoir. Et je pense qu'on n'en parle pas assez, sincèrement. On parle toujours de ce côté, oui, effectivement, allez, nos rêves et tout, c'est génial et tout. Vous allez mieux vous connaître. On est c'est un peu égocentrique, un peu, je dirais, quand même. C'est, voilà, non, il n'y a pas que ça. Il y a tout un système autour de toi. Et ce système-là, en fait, si toi tu bouges, tout le système va bouger. Et d'autant plus, tu vas apporter un élément supplémentaire auprès des plus jeunes de la famille, par exemple. Tu seras la première. Tu ouvres une brèche. Tu ouvres une brèche. Donc ça veut dire que, moi je vois, j'ai ma nièce qui est partie aux États-Unis pendant 1 an. Aucune personne de ma famille avait fait ça, osé le faire avant. Donc c'est ouvrir la brèche, la porte à d'autres personnes de la famille qui va se dire, ah bah oui,
j'ai l'exemple que un tel, en fait, a pu oser finalement partir pendant 1 an aux États-Unis. Et moi, c'est pareil. Ah oui, mais Tati ou maman, je sais que elle a osé finalement ouvrir sa boîte dans le coaching, etc., etc. Mais au moins, on a un exemple. Et ça, c'est quand même... c'est un courage qui n'est pas... Enfin, maintenant, avec du recul, je me rends compte... quand on est dans le feu de l'action, dans l'euphorie, etc., on ne le voit pas. Sincèrement, on ne le voit pas. Et voilà. Donc vraiment, c'est... Pour répondre à ta question, du coup, je me rappelle même plus. Qui était je sais plus. Comment tu es passée à l'action? Et est-ce que tu avais des peurs et est-ce qu'elles se sont réalisées? Bien sûr, j'avais des peurs, bien sûr. Moi, ma peur, c'était de ne pas être à la hauteur. Quand je dis à la hauteur, c'est-à-dire de ne pas gagner réellement ma vie là-dessus, de rater. Finalement, de rater, parce que mon rêve c'était effectivement d'accompagner, c'est toujours d'ailleurs, d'accompagner finalement les femmes et tout, etc., l'entrepreneuriat, mais ma plus grande peur c'était vraiment de comment dire ça, j'ai pas le mot, mais ça va être ouais, c'est vraiment de ne pas être à la hauteur, mais surtout le regard de l'autre, en fait, de ma famille, c'était plutôt vis-à-vis de mon conjoint à l'époque, c'était vis-à-vis de mes filles, qu'est-ce qu'elles vont dire si je rate, etc. En fait, j'avais toujours besoin de cette validation, la validation de l'autre, en fait. C'est là que je me rends compte que... et puis maintenant, bon, maintenant tu me connais, Julie, moi j'ai rien à faire de validation ou pas, alors là je le fais, c'est tout, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est au commencement, quand le fait de pouvoir le faire, c'est est-ce que c'est bien ce que je fais, est-ce que du coup tu crois que ce programme ça pourrait aller, etc. Mais alors qu'ils y connaissent rien, ils y connaissent rien en fait. On a besoin d'une validation de personnes qui n'ont jamais vécu ce que nous on a vécu. Oui. C'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue. Et voilà, donc ouais, de ne pas être à la hauteur vis-à-vis de ma famille. Sincèrement, je pense que c'était ça, vis-à-vis de ma famille proche et puis ma famille aussi. Et alors, ça s'est réalisé? Ça s'est réalisé, hein. T'as pas été à la hauteur? Non, si, j'ai été à la hauteur. Ah, donc finalement, la peur ne s'est pas réalisée. Non, la peur ne s'est pas réalisée, effectivement. Et je croyais que c'était mon rêve. Effectivement, la peur y était, mais j'ai su surpasser en fait cette peur. Mais en fait, je me suis même surprise. Parce que étant la petite fille qui parlait pas, etc., introvertie, timide, etc., qui ne disait même pas ce qu'elle pensait, qui n'arrivait même pas à aligner une phrase des fois, du coup, regarde là ce que je suis en train de faire. Jamais j'aurais imaginé faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Pareil. C'est incroyable. Jamais. Donc oui. Donc j'ai surpassé ces peurs, oui, bien évidemment. Mais il faut y aller pour savoir si on peut le surpasser ou pas. Donc il faut y aller. Il faut y aller, c'est tout. Il faut juste oser. Enfin, c'est très facile de dire ça quand on est déjà arrivé, quand on ose, quand on a osé. Mais en fait, au début, il y a des étapes à accepter. Pour une raison qui m'échappe, et c'est ça que je cherche, c'est le but de ma vie, mais pourquoi j'arrive pas, c'est qu'il y a des gens qui sont dans une situation qui est pas idéale pour eux, dont ils se plaignent régulièrement, et quand on leur dit mais change, voilà, moi ma devise c'est bouge, t'es pas un arbre, tu vois, si t'es pas bien où t'es, tu bouges. Il y a des gens qui sont incapables de bouger. Il y en a certains qui vont avoir besoin d'un petit coup de pouce, d'une petite pichenette comme tu as été ma pichenette. Mais il y a des gens, tu peux leur mettre toutes les cartes devant eux sur la table et dire tu vois, tu pioches ce que tu veux, c'est parti, vas-y. Mais qui vont quand même préférer rester dans la situation un peu inconfortable, où ils sont pas vraiment épanouis, ils sont pas vraiment accomplis, mais ils disent je préfère ça, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. En gros, je préfère ça plutôt que de tenter ma chance et d'être déçu par la suite ou de me retrouver dans une situation que je saurais pas gérer. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui osent? Moi, j'ai l'impression que c'est des gens qui ont un tout petit peu plus d'estime de soi peut-être, parce qu'ils disent au bout d'un moment, faut que je me respecte un minimum et j'y vais. Mais si c'est ça, d'où est-ce qu'elle vient cette estime? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a de façon innée? Je pense pas. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut
développer en changeant d'environnement, en changeant de proches, en changeant de travail. Mais il y a des gens qui sont tétanisés, qui n'oseront jamais quitter leur job, même s'ils sont très très malheureux à le faire, et qui se sentent pas bien avec leurs collègues, et qui se sentent pas valorisés, ce genre de choses, mais ils s'imaginent pas que ça puisse être autrement. Ben là, la peur est la peur prend le dessus. Donc là, c'est clairement, effectivement, sur ce que tu me dis. Moi, ce qui me vient en tête, c'est effectivement, il y a une histoire d'estime de soi, oui. Mais je reste quand même persuadée qu'il y a certains ne sont... Pour moi, c'est un rêve, réellement. T'as un rêve, ok, on te met en fait tout sur un plateau d'argent, je te dirais. Soit on te pousse, effectivement, comme tu me dis, soit on te pousse, ça peut être la petite phrase, ça peut être le petit déclic, à un moment de ta vie qui va faire que, bon, je sais pas, moi, ça peut être, comme pour moi, le deuil, enfin, la mort, ça peut être une rupture, ça peut être tout ce que tu veux, bref. Mais effectivement, je pense que tant que la personne est dans une situation, une espèce de zone de confort tranquille, sécurisant, et qu'on ne bouscule pas ce système-là, pour moi, il n'y a pas de raison. Pour moi, c'est quand on est vraiment dans une situation alarmante pour soi, qu'on commence à retrouver des ressources c'est commencer à se rendre compte qu'on a des ressources pour nous. Et alors, la question, c'est peut-être la suivante. Quand est-ce que ça devient alarmant ? Peut-être qu'on n'a pas tous le même seuil de tolérance à l'emmerdement. Alors, ça dépend. Ça dépend de chacun. Ça dépend du niveau. Ça dépend de tout le monde, en fait. Ça dépend de chacun. Là, c'est très... Pour moi, c'est individuel, en fait, ce point-là. C'est-à-dire, effectivement, moi, le point, ça a été quand même la mort. Donc, quand je dis la mort, d'autres, ça peut être la maladie aussi, également. Mm-hmm. Où ils vont se rendre compte qu'au final, il va falloir que je me bouge. Si je me bouge pas, finalement, je sens que je peux partir demain, finalement. Ouais. J'ai conscience de ça. Donc, ça dépend de chacun, et ce qui nous arrive n'est pas anodin. Donc, si, par exemple, tu as perdu un emploi et que finalement, ça te permet d'avoir un déclic derrière en te disant, en fait, ça veut dire que j'ai passé 20 ans dans la même boîte, j'ai tout donné dans cette boîte-là, et on peut me licencier à n'importe quel moment. Donc, qui je suis. Du coup, ça te permet, toi, parce que c'est quelque chose qui était super important pour toi, donc ça touche un élément, en fait, qui est essentiel, et ça va t'obliger, finalement, la vie est bien faite, faut dire ce qui est, et ça va t'obliger, finalement, à aller chercher au fond de toi qui tu es, pour remonter la pente. Concernant ce rêve de création d'entreprise, est-ce que tout s'est passé comme tu l'espérais au début ? Pas du tout. Évidemment. Pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait, ça c'est... Comme je disais tout à l'heure, effectivement, il y a pas mal de phases. D'où l'importance, en tout cas pour ma part, ça a beaucoup chamboulé, en fait, ma sphère familiale, je dirais. Je pensais en fait avoir la personne qui m'accompagne et tout, etc., dans ce rêve, etc., etc. Et j'ai eu une toute autre personne, je dirais. Donc, au-delà de ça, ça fait partie du jeu, je pense, parce que ça vient chambouler quand même le couple, parce que ça, c'est pareil, c'est un point qu'on n'en parle pas, mais ça vient chambouler vraiment le couple, parce que, comme on dit, il y a une relation qui s'est faite à travers deux personnes qui se connaissaient, et du coup on évolue, soit on évolue ensemble, soit on a un qui évolue et puis on se rattrape, etc., etc. Mais là ça devenait vraiment trop distant, et du coup ce que je veux dire, c'est que le socle, s'il n'a pas un socle de base, un socle solide, je pense, le rêve, finalement, il faut bien se rendre compte que quand on est dans une famille, le rêve ne t'appartient pas. C'est tout le monde doit avoir le même rêve pour toi, d'une certaine manière. Et ça, c'est
Donc on va t'aider, effectivement, on sera ton socle, mais c'est pas pour autant que tout le monde veut être le socle, quoi, au final. Et je pense que ça, c'est un point que je n'ai pas du tout pensé dès le départ. C'est que c'est, je dirais, un peu détruit un peu ce socle, quoi, final, le socle familial. Mais après, je pense que ça a du bon, comme ça a du mauvais, dans ce rêve, parce que si on continue malgré ces obstacles-là, c'est que pour moi, en fait, on est toujours sur le bon chemin vers ton rêve. Je sais pas si je suis claire. Si. C'est même s'il y a des obstacles, même si au final, le socle n'est plus le même initialement qu'au départ, du coup, et tu continues, c'est que tu vas dans ton rêve et c'est que tu es sur le bon chemin malgré tout, quoi, en fait. Voilà. Donc non, ça s'est pas du tout passé de la bonne façon, pas de la façon dont je l'espérais. On imagine qu'en fait, toute la famille va être avec toi, etc. Non. Tu es toute seule sur ton bateau. Sache-le que tu es toute seule. C'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde dans ce cas-là, mais c'est vrai que quand on regarde bien, 70% des entrepreneurs se retrouvent finalement seuls, des fois. D'accord. Et d'ailleurs, c'est l'une des causes des femmes, entre autres, qui arrêtent l'entrepreneuriat. Pour ne pas nuire au couple. Voilà, pour pas nuire au couple. D'accord. Parce qu'ils n'ont pas le soutien de la famille. Donc ça, le soutien de la famille, ça c'est l'un des freins. L'un des freins des femmes dans l'entrepreneuriat. Et c'est ce que tu disais, effectivement, l'équilibre pro et perso, qui prend un petit peu plus de place. Donc après, moi, j'y crois pas trop à l'équilibre. Je dirais plutôt l'harmonie pro-perso. Cette harmonie qu'on doit avoir en fait entre pro-perso, parce que l'équilibre pro-perso en entrepreneuriat, il y a des fois ça peut être 80% entrepreneuriat et ensuite après 20% perso et ainsi de suite, quoi. Donc vraiment c'est mais voilà, donc pour dire que non, pas du tout, je n'ai pas du tout pensé me retrouver en fait finalement ne plus avoir ce socle là comme j'avais en fait initialement pensé. Déjà ça. La validation en fait dont je cherchais à la base auprès de la famille ne sont pas forcément c'est pas eux qui vont être aux premières loges, je dirais, sur ce que tu fais. Ils sont pas contre, mais ils sont pas non plus ils sont pas contre, voilà, exactement. Là vraiment c'est tu vis ce que tu as à vivre. Je pense que c'est du soutien un peu on est là si ça va pas. Mais c'est toujours, on est là si ça va pas. Oui, après, ce qui est respectable aussi, puisque c'est ton rêve, c'est ta démarche. Et en plus, comme tu disais que tu romps un peu les traditions familiales qui sont de plutôt être vers le salariat, c'est quelque chose d'inconnu pour eux, et ils peuvent pas se projeter dans quelque chose qu'ils n'ont jamais vécu. C'est pas possible. Dans ta démarche, tu as déjà un petit peu répondu à ma question, j'allais te demander ce qui avait planté. Donc finalement, par rapport à ce que tu imaginais, au déroulement que tu avais projeté dans l'accomplissement de ton rêve, donc la création de ton entreprise, il y a un certain nombre de choses qui sont produites que tu n'avais pas forcément vu venir. Mais est-ce qu'il y a des choses des échecs que tu as, ou des choses que tu as ressenties comme des échecs que tu as identifiés et qui peut-être t'ont appris des choses, je sais pas. J'ai tellement de choses en fait. Je sais même pas par quoi commencer. En fait, c'est pas le contraire. C'est genre, je trouve pas, c'est pas que je trouve pas. C'est vraiment, je sais pas quoi te dire. Je me suis plantée sur pas mal de choses. Parce que je crois que je les ai pas considérées comme des erreurs en fait. C'est ça qui est génial alors. Non mais en fait, je me rends compte, c'est que j'ai pas considéré en fait ces éléments. Ok, je me suis plantée et tout de suite après j'ai rebondi. Après, c'est vrai que j'ai ce côté un peu résiliente dont je ne savais pas à la base, qu'on soit bien conscient de tout ça, c'est que je savais pas, mais effectivement, chaque obstacle ont été ok, on passe à autre chose. Quelle est la solution, la prochaine solution? Je me suis plantée sur plein de choses. Franchement, ouais. Donc en fait, c'est pour ça que tu as du mal à définir où tu as échoué, c'est parce que pour toi, tu vois pas les échecs ou les obstacles comme des choses négatives, mais comme des défis à relever, et puis mais comme carrément. Des aléas voilà, c'est tout. Non, mais t'es en train de me faire réaliser quelque chose là en fait, au final. J'avais jamais remarqué ça. C'est exceptionnel quand même.
Parce qu'il y a énormément de gens qui n'osent pas se lancer dans l'entrepreneuriat ou n'importe quoi parce qu'ils ont peur d'échouer. Si tu considères qu'il n'y a pas d'échec, c'est Nelson Mandela qui disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Exactement. Et à partir du moment où tu te mets ça en tête, t'as plus jamais peur d'essayer, puisque t'as plus jamais peur d'échouer. Mais carrément. Mais là, t'es en train de me faire réaliser quelque chose pendant ton podcast, là. Mais je t'en prie, voilà. J'adore. Et c'est vrai que elle me dit, mais t'es tout le temps en mode warrior. Mais c'est pas une question de mode warrior, c'est que je me dis, quel est l'intérêt de rester pendant un certain temps j'ai échoué, ok, mais c'est pas pour autant que je vais rester à échouer pendant 3 ans, ou 1 an, 6 mois. À un moment donné, il faut se relever, quoi, en fait. Parce que sinon... et pour boucler la boucle, par rapport à ce qu'on disait au tout début, quelqu'un d'extérieur se dirait « Waouh, qu'est-ce qu'elle est courageuse, Armelle !» Oui. Bah oui, mais comme tu fais les choses avec le cœur, ça te paraît évident. Ça me paraît évident, exactement. C'est vrai, hein, c'est tout à fait... Mais c'est vrai que je m'étais pas rendu compte. Tu vois, je reste bloquée là-dessus. À ton service. Merci, Julie. Mais bon, oui, effectivement, c'est l'un des points qui est important, j'avoue, quand on va vers... en tout cas, quand on veut réaliser ses rêves, c'est ce côté où... Alors, on parle de résilience, on parle beaucoup de résilience, mais il n'y a pas que ça, c'est se rendre compte. C'est vrai que quand on le fait de manière instinctive, je trouve, ce côté, voilà, c'est pas une erreur, c'est pas un obstacle, on y va et puis c'est tout. Et d'autres de l'extérieur peuvent avoir en fait une vision, c'est le courage. Mais oui, mais c'est pas le courage. C'est quand t'as envie, tu le fais et c'est tout. Il y a pas... C'est pour ça que je comprends la notion de choix de ton dernier podcast. C'est si tu fais le choix d'avoir envie et de continuer, t'y vas. Je vois pas pourquoi il m'est arrivé tel... Alors, je me suis retrouvée dans une situation, mais tu peux même pas savoir à quel point financière, j'avais rien. J'étais avec mes filles, je n'avais pas 1 centime pour leur donner de quoi manger. Donc heureusement, il y a la famille, mais je me dis quand même, si tu te retrouves dans cette situation, mais t'arrives même pas à avoir peur, il y a un problème. C'est soit j'ai pas d'émotion, soit j'ai pas d'émotion, mais je le savais pertinemment que j'allais arriver, donc d'où l'espoir en fait, que j'allais finalement être que j'allais me retrouver et que j'allais y arriver. Parce que je savais qu'avec la force que j'ai, je vais y arriver. Et à chaque fois, je vais y arriver. Mm-hmm. Ni plus ni moins. Il n'y a pas de débat là. De quoi es-tu la plus fière ? Sur ton parcours. En fait, c'est pas mal. C'est des petites victoires qui me rendent fière de ce parcours. Malgré, en fait, tous les obstacles qu'il y a eu entre deux. Quand je raconte, en fait, quand on prend du recul et que j'entends l'histoire des autres, en fait, il y a une histoire de comparaison, des fois, qui est intéressante. C'était, ok, elle a eu son parcours là, bon, elle a su se relever, etc. Et toi, en fait, tu te dis, mais malgré tout ça, tu tiens debout, quoi. Ma plus grande fierté... Ah bah tiens, ma plus grande fierté, j'ai été invitée, et je crois que c'est là que je me suis dit, ah oui quand même, j'ai été invitée par une journaliste de France 3, et pour parler en fait de la loyauté familiale. Ah, sujet intéressant. De la loyauté familiale, et justement de ce qu'est l'authenticité, et l'importance de l'authenticité chez la femme, et non, en tout cas à travers le leadership. Pour moi, ça a été l'une de mes plus grandes fiertés, parce que je me dis quand même pourquoi elle aurait pu approcher n'importe qui, hein, je dirais. Mais elle est venue à moi, c'est pas moi qui est venue à elle, donc c'est différent. C'est pas la même démarche en fait. Là, il y a une espèce de fierté qui... du coup, on m'a remarqué, tu sais. Et justement, comment elle t'a remarqué ? Comment elle t'a trouvé ? Sur LinkedIn. Ah d'accord. Tout simplement. Sur LinkedIn, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit voilà, votre parcours m'intéresse, enfin votre parcours j'aimerais bien le montrer et tout, etc. Et j'ai dit je vais pas dire non, hein. Ça arrive au moment, la plupart du temps en fait, ces petites étoiles là,
dans ta vie arrive au moment où tu as toujours des petits doutes. Tu as des doutes, mais ça revient toujours. C'est-à-dire que tu es sur le bon chemin, en fait, finalement. Oui. Tu as des doutes, mais après, il y a les étoiles qui disent « Ah non, 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 hé, réveille-toi ». Oui, il y a des gens qui appellent ça des synchronicités. Des synchronicités, exactement. Voilà. Ce qu'on appelle des synchronicités. Et là, tu te dis « Bon, ok, écoute, ok, c'est-à-dire que je dois y aller ». Donc après, voilà. Mais oui, ma plus grande fierté, c'est celle-ci. Pas mal. Ouais, quand même, ouais. Mais je réalise pas encore. C'était quand ? C'était début juin. C'était début juin, ouais. Non, fin mai, excuse-moi. 2024 ? 2024, oui. Ah, c'est tout récent. Oui. Waouh. Fin mai 2024, oui. Ok. Ouais, ça a été... tu te retrouves là, effectivement, on te maquille et tout, etc. Je dis, oh, écoute, c'est très bien. C'est très bien, ouais, ça a été ma plus grande fierté. Maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de ton parcours riche et varié, quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaiterait se lancer pour réaliser son rêve mais qui n'ose pas ? Bah, ose. Merci. Alors ça, pour le coup, c'était succinct. Autant ça n'a pas toujours été le cas sur toutes les questions, mais là, on est au clair. Ose. Non mais, qu'est-ce qui t'empêche ? La peur. Quelqu'un qui n'ose pas, c'est quelqu'un qui a peur, non ? C'est quelqu'un qui a peur, d'accord. C'est une émotion qui est tout à fait logique, normale, humaine, la peur. Après, c'est savoir comment on la gère, cette peur, d'accord ? Donc, c'est notre cerveau, il nous met en mode sécurité, protection, et qui fait qu'on a peur, ok. Mais comment tu la gères, cette peur ? T'as peur que que je sais pas, que tes parents meurent un jour ? Bah oui, mais un jour ou l'autre, ça va arriver. C'est le chemin, c'est la vie, quoi, en fait, on ne peut rien y faire. Enfin, ce que je veux dire, c'est, la peur, c'est une chose, mais savoir comment on la dépasse, comment on la dépasse, comment effectivement on la manie, comment on la... Est-ce que tu as un mode d'emploi de gestion de la peur ? La démarche des petits pas, pour moi, c'est l'une des démarches qui, pour moi, est essentielle. C'est-à-dire que même si, au lieu de penser finalement à ce que tu veux être tout de suite, c'est-à-dire cette femme qui veut chanter, par exemple, devant la scène, devant tout le monde, des millions de personnes, ben dans ce cas-là, moi, ce que je te conseille déjà, c'est de pouvoir chanter devant ton miroir. Devant ton miroir. Non, mais c'est une façon de parler. Qui ne te jettera pas de tomates. Qui ne te jettera pas. Voilà, exactement. Et du coup, tu te filmes et tu le montres à une personne de ton entourage. Première chose, tu attends ce qu'elle te dit. Et ensuite, après, deuxième étape, bah, du coup, après avoir fait, après avoir testé auprès de 2-3 personnes de ton entourage, bah, du coup, moi, ce que je te conseille, c'est de, pourquoi pas, chanter devant ta famille. Et ensuite, pourquoi pas, devant tes amis. Et ainsi de suite. Et en fait, chaque étape va te faire gagner en confiance. Mmh. Donc, d'une manière, forcément, tu auras des retours. Tu auras des retours positifs ou pas. Mais au moins, tu auras un retour. Donc, ça va te permettre de gagner ça va augmenter ton niveau de confiance. Et après, peut-être un jour, ça sera peut-être... j'aimerais chanter, je sais pas, lors d'un anniversaire. Voilà, un anniversaire, il y aura beaucoup plus de monde, les 50 ans d'un ami ou d'une amie. Ça peut être également aussi un mariage, donc il y a un peu plus de monde. Et voilà. Et ainsi de suite, en fait. Pour moi, la peur, ça se travaille. C'est-à-dire, on joue avec, pour moi. La peur, c'est quelque chose qui... Il faut un peu lui parler, cette peur. Moi, il faut parler à sa peur. Et dire, mais qu'est-ce que tu me fais ? Non, mais c'est vrai. Une émotion, en fait, elle est là, c'est ton allié, c'est pas non plus ton... C'est pas ton... elle fait partie de toi, donc c'est ton allié aujourd'hui. Tes émotions sont tes alliés. Ah mais ça, c'est ce que je retiendrai de cette... Donc on en est à 1h38. Je pense que c'est le truc le plus important. Mais en tout cas, je parle pour moi, parce que considérer que les émotions sont des messagères et pas des trucs qui viennent nous plaquer au sol parce qu'on a peur, parce qu'on est triste, parce qu'on est en colère, etc. et qu'il faut balancer ça à la poubelle,
tu vois, nos émotions, c'est ce qui nous rend vivants. C'est les hauts, les bas, comme tu disais, sur l'électroencéphalogramme, sur le cardiogramme, pardon. Et voilà, se dire, la peur, elle n'est pas là pour me nuire, elle est là pour m'apporter un message. Exactement. Que, c'est nouveau, c'est un challenge. Je vais essayer. Exactement, et on essaye de voir ce qu'elle nous dit comme message. Bon, qu'est-ce que tu veux me dire, effectivement j'aime bien. Qu'est-ce que tu veux me dire? Bon, je suis en joie. Bon, ok, pourquoi je suis en joie? Parce qu'il n'y a pas que le côté positif, que le côté négatif, en fait. Exactement. Il faut parler à toutes nos émotions. Toute notre sensation, nos émotions. C'est pour ça que plus on est dans l'observation de soi, plus on va, en fait, parler avec ce qui nous représente, y compris nos émotions. Est-ce que tu veux communiquer sur ton activité, sur ce que tu fais, sur quoi que ce soit? Oui, après, alors moi vous pouvez me retrouver déjà. Donc je suis la fondatrice de Queen Z Coaching. Donc ça déjà, c'est vrai que j'en ai pas parlé tout au début. Alors que c'est quand même ton rêve. C'est quand même mon rêve. On l'a pas nommé. Parce que c'est fait partie, rien que de partager ce que je suis en train de partager, pour moi c'est un de mes rêves aussi. Donc effectivement, je suis la fondatrice de Queen Z Coaching. Pour moi, Queen Z Coaching est... donc comme son nom l'indique, effectivement c'est le coaching de femmes ambitieuses plus précisément. Alors là je suis en train de développer, donc ça sera plutôt sur septembre-octobre, développer en fait un accompagnement qui serait beaucoup plus collectif. Parce que moi le collectif c'est ce qui me botte, sincèrement. Donc l'individu, donc je fais toujours des accompagnements individuels, sous format soit d'abonnement ou soit effectivement une offre vraiment premium du coup, un one-to-one. Et sur 6 mois. Et ces accompagnements tournent autour de la posture de l'entrepreneur. Donc déjà, ça c'est passer du salarié à l'entrepreneuriat, donc ça c'est pas du tout le même mindset, c'est pas du tout la même chose. Et donc là, du coup, on va aller travailler ensemble cette posture entrepreneuriale, la singularité de chacun, c'est-à-dire que à travers votre activité, je parle toujours de cette... il y a tellement de coachs aujourd'hui, on a l'impression que on les a semés, je sais pas ce qui se passe. Mais ce que je veux dire, c'est comment être coach d'une autre... en étant différent. Qu'est-ce qui va faire ta différence par rapport à un autre coach, d'accord? Et donc voilà, c'est par rapport à ton activité, qu'est-ce qui va faire que tu vas être différente? Forcément, c'est ta singularité, ton unicité, etc. Donc allez trouver cette unicité. Donc ça c'est le deuxième volet, et le troisième volet c'est l'intelligence émotionnelle. Donc c'est ces 3 volets-là pour lesquels je travaille avec, et beaucoup aussi sur la puissance féminine, parce qu'on ne se rend pas compte, mais ça a une connotation très 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 importante en tant qu'entrepreneur et dans le leadership aussi. Vraiment 3 volets, c'est ce que je disais, donc la posture entrepreneuriale, la singularité, donc l'unicité à travers notre activité, et l'intelligence émotionnelle. Donc là, l'idée, c'est d'aller travailler sur, à travers des ateliers, la cohésion, comment s'apporter l'une avec l'autre, donc avec le co-développement, et des ateliers qui ramènent une espèce de connexion aussi avec ses émotions, enfin bref. Donc je trouve que c'est... voilà, il y a des petites choses qui se préparent. Il y a des choses qui se préparent. Où ça? À Compiègne. Uniquement à Compiègne? Non, je rigole. C'est vraiment plutôt en Hauts-de-France, en région parisienne aussi. Ça va être en région parisienne, ces types d'ateliers. Pour l'instant, je ne veux pas trop en parler, sincèrement. L'idée, c'est vraiment te dire que je travaille sur ce type je travaille avec les coachés sur ce type de la posture entrepreneuriale, etc. Et je vous en dirai un petit peu plus quand ça sera officiel. Quand ça sera officiel de cette offre qui pour moi est... ça sera mon bébé, mon bébé. Parce que franchement, je trouve que le collectif, il n'y a rien que mieux. Pour moi, bien évidemment. Mmh. Et alors, pour avoir toutes ces infos-là en exclu, on te retrouve où? Tu as un site? Alors, j'ai pas encore de site. Alors, moi, je suis pas... Alors, j'ai pas encore de site, d'accord. J'ai donc LinkedIn. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn, donc Armelle Taille-Pierre. Voilà, tout simplement. Je mettrai les liens en description. Voilà. Et effectivement, vous pouvez me suivre sur Instagram. Donc, sur Instagram, je suis assez... Donc, ton nom sur Instagram, c'est Queen Z Coaching. Queen Z Coaching, effectivement.
Voilà, Queen_Z_coaching. Coaching, voilà, exactement. Eh bien, Armelle, je te remercie beaucoup. Merci à toi pour ton invitation, Julie. Avec grand plaisir. C'était extrêmement riche et varié. Et on est parti dans tous les sens. Mais en même temps, on s'y attendait. Voilà. Donc, vraiment un grand merci à toi. Et je suis contente parce que ça fait... alors je débute aussi dans le podcast, mais ça fait quelques épisodes où je commence à trouver un petit ton. Et voilà, c'est vraiment ce côté convivial et spontané que je cherche. Donc, je trouve que on est bien là. On est bien. Tranquille. C'est ça. Quant à moi, je vous remercie, vous qui avez écouté ce podcast jusqu'au bout, et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode avec un autre rêveur qui est arrivé au bout de son rêve. Merci, à bientôt.